Fait que bonjour à tous. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre le temps de vous expliquer les stratégies qu'il faut faire pour relancer notre entreprise. Et puis, je vais commencer immédiatement à rentrer dans la présentation qu'on veut partager avec vous, là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Christian Lévesque. Mon entreprise s'appelle Sensei Media. On est une agence créative qui est spécialisée en marketing de contenu, principalement de la vidéo, pour aider les entreprises là, à continuer à faire des affaires, surtout maintenant. Là, il y a beaucoup de contenu qu'on peut créer. Et je suis membre, moi, depuis un an et demi de BNI Prestige, qui est un regroupement d'affaires de gens d'affaires qui se rejoignent à tous les jeudis matins pour partager, échanger, partager des contacts aussi, faire des leads. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Normand Coulombe, qui est un maître de marketing. Et puis, avec lui, et on est 8 en tout, on a fondé un regroupement qui s'appelle module.ca. Je vous invite à aller voir ça pour ceux Module.ca, c'est comme une genre d'agence modulaire, si vous voulez, qui peut offrir plein de services créatifs dans l'environnement qui est la communication. Et c'est grâce à ça, grâce à BNI Prestige, surtout que moi, j'ai rencontré Normand Coulombe. Et puis Normand, qui fait partie de BNI Prestige depuis 3 ans. Les choses que je sais sur Normand, surtout que c'est un expert en marketing, pour avoir discuté beaucoup avec lui, il m'a aidé beaucoup, moi, personnellement, dans mon thinking d'entreprise. Il y a plus de 30 années d'expérience là comme gestionnaire et consultant en vente marketing, travaille à la BDC, spécialiste des PME. Il génère des plans d'action, mais il fait pas juste des plans d'action. Vous allez voir, il fait beaucoup plus de choses que ça. Surtout, il génère des résultats. Co-fondateur de module.ca et puis Normand a aussi sa propre entreprise qui s'appelle PME Marketing qui aide les entreprises à justement, Normand, écoute, je t'introduis là, peut-être tu peux nous dire exactement en tes mots là, qu'est-ce que tu fais? Bon matin à tous. Merci Christian pour l'introduction. Allô? J'aime présenter mes services. Auparavant, je faisais plus de consultations, maintenant de plus en plus de coaching. La différence, c'est que le coach, il pousse pas, il tire pas. Le coach, il accompagne le client. Il accompagne le client qui veut atteindre des résultats, réaliser des choses. Donc, on est un côté de l'autre, puis moi, je guide, je lui propose des choses sur la route, je l'aide à prendre ses décisions. Donc, c'est ce que j'aime faire. Et puis, par rapport à ça, j'ai développé du contenu, des documents. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un document qui vient avec la présentation. On n'a qu'à aller sur mon site web, pmemarketing.ca, télécharger le document. Puis c'est le plan d'action, c'est votre plan d'action, en fait, avec des plages là, à compléter. Christian va nous les montrer tantôt. Donc, vous avez le plan d'action que vous voulez compléter, vous allez sur mon site web, vous le téléchargez. C'est à vous. Faites ce que vous voulez avec le document. C'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, ça va, je pense, répondre aux besoins de la situation présentement. On veut relancer novembre, puis on a du temps. On a du temps pour réfléchir, penser, ce qu'on n'a pas souvent le temps de faire. Donc, de ce temps-ci, on a du temps pour planifier, penser notre business, nos affaires. Donc, profitons de ce temps, rentabilisons-le et utilisons les outils qui sont disponibles sur le web, dont le mien, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Fait que là, Normand, ce qu'on veut surtout parler, c'est évidemment avec la crise qu'on a, là, comment on peut planifier la relance dès maintenant. On le sait qu'un jour, ça va finir, mais qu'est-ce qu'on peut faire présentement? Puis juste avant qu'on commence, tu voulais nous parler là, à qui s'adresse la présentation puis ton document, là, à qui ça s'adresse exactement, à ce que tu vas nous présenter? Principalement aux travailleurs autonomes, aux petites entreprises et aux PME. Et moi, je travaille depuis 30 ans, là, notamment, j'ai travaillé à la BDC, donc beaucoup d'entreprises de 5 à 20 employés, mais les petites organisations aussi, donc ça s'adresse à ces entreprises-là principalement, beaucoup de membres de BNI Prestige. Ça me fait plaisir ce matin de vous parler. Fait que là, embarquons tout de suite, Normand, dans ton plan. La première étape, là, on commence par quoi, là? La première chose qu'il faut faire, j'appelle Normand, mais j'ouvre ton document, là, ça commence par quoi? Le document comprend 2 parties. La première partie, c'est plus une phase d'analyse, de réflexion d'où ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut faire. La deuxième partie du document, c'est vraiment les choses qu'il y a à faire, à mettre en place, à mettre en œuvre là, pour relancer notre organisation. Mais on est dans une approche stratégique. Donc, une approche stratégique, c'est une combinaison de choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Donc, dans un premier temps,
Alors, ce que je suggère, la première chose à faire, c'est de faire présentement un constat financier de nos activités, notamment, naturellement, on est en vente et marketing, là, on va parler des revenus. Où en sont nos ventes présentement? On prévoit qu'il va y avoir un laps de temps qui va s'écouler entre, mettons, les dernières semaines, peut-être un ralentissement ou un arrêt d'opération, peut-être 2 mois dans l'année, par exemple. Donc, à ce jour, c'est quoi nos revenus? Comment on a fait de revenus par rapport à ce qu'on voulait faire? Le nombre de contrats qu'on a réalisés, le type de clients qu'on a servi, le type de clients qu'on veut servir plus, peut-être ceux qu'on veut moins servir. Donc, il y a un profil idéal de client. Le service qui est plus en demande, l'expertise qu'on a qui est la plus demandée, l'autre moins demandée. Donc, faire un genre de constat de ces éléments-là. Et si tu montres le document, peut-être qu'on pourrait montrer la première plage du document à compléter, sans nécessairement faire toutes les plages de documents à compléter, la page suivante. Donc, vous voyez un peu, on n'a pas vu le texte, là, mais ça passait vite, mais c'est correct. Donc, c'est ça. Alors, à la page suivante, on voit qu'est-ce qu'il y a à compléter. Donc, vous complétez vos informations dans les plages plus grisées du document. Donc, un premier élément, le constat financier de nos activités de vente, principalement. Par la suite, bien, je pense que c'est bon, là, on n'a pas trop le temps de faire ça, mais là, profitons-en pour s'analyser par rapport au marché dans lequel on est. Donc, c'est quoi notre position sur le marché à 3 niveaux? Tant au niveau personnel, notre marketing, mais l'industrie dans laquelle chacun opère, puis le niveau de concurrence qu'on rencontre aussi. Donc, si on regarde, par exemple, par rapport au marché dans lequel chacun est, bien, c'est important d'avoir une connaissance de son marché, de son industrie, de son secteur. Puis, souvent, en assistant à un salon commercial, moi, je pense que chaque entrepreneur devrait, au moins une fois par année, assister à un salon commercial. C'est là que les principaux joueurs des industries, c'est là que ça se passe bien souvent, là, dans les salons commerciaux. Si on n'a pas de temps à mettre pour faire des vigies, des recherches, etc. Donc, c'est une chose qui est importante à faire, je pense. Puis dans les salons commerciaux, mais, on voit souvent les grandes entreprises, nos concurrents, d'autres entreprises qui offrent un service qui est un peu différent ou qu'on peut proposer. On voit là aussi les nouvelles technologies dans notre secteur, les nouveaux logiciels, les nouveaux produits, les nouveaux services, qu'est-ce qui est émergent, c'est quoi les nouvelles tendances, etc. Donc, avoir un portrait de notre marché, de notre industrie dans un premier temps, je pense que c'est une bonne chose, puis c'est facilement accessible maintenant par le web, mais présentement, mais aussi chaque fois que je fais un plan marketing pour un client, il y a toujours une convention quelque part, une conférence, un trade show, souvent à Vegas. Donc, c'est quelque chose à voir, je pense, ceux qui veulent assister à des trade shows, aller voir à Vegas les trade shows qu'il y a. On voit beaucoup, beaucoup de choses qu'on présente et qui s'en viennent aussi dans notre marché. Donc, c'est la première chose à faire. Par la suite, bien, ce que je suggère de faire, c'est d'analyser nos stratégies marketing qu'on a faites dans les 12 derniers mois, autant au niveau de nos outils pour nous commercialiser, nos outils marketing, nos campagnes de publicité, nos annonces qu'on a fait. Regardez aussi nos produits, nos services, là, comment est-ce qu'on est par rapport à ce qu'on offre. Il y a des choses qu'on voudrait offrir. Y a-t-il des modifications à faire dans mon offre? Ceux qui ont des représentants ou qui ont une force de vente ou qui ont des distributeurs ou des revendeurs, regardez peut-être la performance de ces partenaires-là. Ceux qui ont des partenaires aussi, comment est-ce que qu'est-ce que ça a donné dans la dernière année? Notre implication dans nos réseaux d'affaires aussi. On est beaucoup de gens ici sur BNI Prestige, mais il y a sûrement d'autres contacts. On va en parler tantôt. Oui, BNI, c'est un bon contact, mais dans toute organisation, il peut y en avoir d'autres aussi. Donc, c'est quoi, en fait, le constat de ce qu'on a réalisé en termes de marketing, de vente et marketing dans la dernière année? Et la partie à compléter comprend beaucoup aussi prix, produit, le web également, au niveau de notre site web. On parlait des outils tantôt, mais ça, c'est plus un média. Donc, un constat de ce qu'on a réalisé, puis comment est-ce qu'on a trouvé que c'est nos bons coups, nos moins bons coups dans l'année, ce qu'on veut reproduire, peut-être ce qu'on a peut-être pas bien fonctionné, puis qu'on veut soit pas faire du tout ou repenser. Donc, c'est le temps de le faire.
Donc, ça, c'est le deuxième élément par rapport à notre position sur le marché. Et le troisième élément, naturellement, c'est toujours, bon, ben, qui d'autre que nous sommes sur le marché? On n'est pas seul. Donc, les concurrents sont là. Et souvent, durant l'année, on connaît nos concurrents, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Des fois, on entend des rumeurs, tel concurrent a fait telle chose. On n'a pas toujours le temps de valider cette information-là, d'aller voir chaque chose qu'on entend. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est bon de faire l'analyse de la concurrence. À un moment donné, il faut la faire, puis après ça, il faut faire nos affaires. Donc, mais là, c'est le temps. C'est le temps de regarder les concurrents, qu'est-ce qu'ils ont fait. Si on a entendu parler d'un concurrent, peut-être regarder, visiter son site web, la première chose qui est disponible. Évaluer la performance de leurs outils de marketing aussi. Si vous pouvez le faire vous-même, là, si vous allez, par exemple, sur le site web de la BDC, bdc.ca, il y a un outil d'évaluation de site web, la performance. Comme on peut demander aussi à notre firme qui fait notre site web de regarder au niveau de la concurrence, de faire les évaluations. Ça aussi, c'est bien possible de le faire. C'est peut-être même mieux de le faire. Et qu'est-ce qui démarque les concurrents? C'est qui le client? Pas les spécialisations. Où est le niche de marché? Qu'est-ce qu'ils offrent de mieux que nous? Qu'est-ce qu'ils font de moins bon? Qu'est-ce qu'ils font de pire que nous? Leur principale force, leur principale faiblesse. Donc, c'est une bonne case pour obtenir cette information-là et ça nous permet de faire un portrait de la concurrence. Et là, ça va nous permettre peut-être de nous dire, bien, sais-tu, je pensais que dans tel créneau de marché, il était bon là-dedans, je me rends compte que je suis bien meilleur que lui. Dans tel créneau de marché, je pensais que j'étais tout seul, mais je ne suis pas tout seul. Donc, ça amène des informations comme ça. Puis, ça va nous aider là, quand on va faire nos stratégies marketing un peu plus tard, on va en parler tantôt. Donc, là, l'analyse de la concurrence, oui. C'est toute une liste que tu viens de nous énumérer là. Mais dans ton document, dans le fond, on suit ton document qui est disponible sur ton site web pmemarketing.ca, puis on remplit un à un les éléments. J'imagine que ça ne se fait pas en une journée, cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de stock dans ton truc. Ah non, ça ne se fait pas une journée. Il faut prévoir, pour faire ce travail-là, il faut prévoir sûrement 15 à 20 heures, peut-être 2 à 3 jours de travail, mais ça peut s'étendre sur une semaine à quelques heures par jour. Mais on fait un plan pour un an. On planifie toute l'année qui s'en vient. On peut-être mettre 2000 heures de travail dans ce plan-là. Fait que si ça prend 15-20 heures pour le faire, oui, ça va prendre probablement ça pour le faire. On a une disponibilité pour le faire. Donc, effectivement. On complète des choses aussi dans le plan qu'on peut sauter. Des choses qui sont moins pertinentes, des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais si on le sait, bien, ça nous permet d'allumer des points de référence et de dire, bon, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. C'est plus dans cette dynamique-là que c'était fait. Oui, parce que là, on est dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas exactement quand est-ce que toute la relance va arriver. Mais ce que tu me dis, dans le fond, c'est que, si je comprends bien, là, c'est que c'est le temps maintenant de le préparer pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on s'en va en termes de son entreprise, quelles sont nos forces, nos faiblesses, quelles sont notre position sur le marché. L'idée, c'est de faire toute cette stratégie-là pendant qu'on a le temps plutôt que d'écouter Netflix. Effectivement, qu'on a le temps de le faire. Puis, dans le fond, quand on va faire le développement de la stratégie dans l'année, on ne veut pas revenir en arrière. Donc, on a une opportunité. Saisissons-la. Oui. Écoute, on a à peu près une trentaine de personnes là, qui sont en ligne sur Facebook avec nous. Si jamais vous avez des questions pour Normand, il y a des points, on passe vite, là, mais vous pourrez aller télécharger son document sur pmmarketing.ca. Le document va être là pour que vous puissiez l'écouter. Puis ceux qui viennent de se joindre à nous, bien, on est avec Normand Coulombe là, de l'entreprise PMM Marketing, qui est un spécialiste en marketing et qui partage avec nous là, les stratégies qu'il faut mettre en place. Et puis, donc, prenez le temps là, d'aller voir le document. Ne serait-ce, il y a peut-être des questions que vous allez répondre rapidement. Il y en a peut-être d'autres que vous allez prendre justement plus de temps, mais ça vaut la peine de faire l'exercice pour savoir justement sont où nos points forts, nos points faibles, savoir où sont nos angles morts aussi. Normand, tu nous as expliqué beaucoup de choses là, dans toute ta stratégie, là, c'est-à-dire analyser sa position sur le marché, c'est quoi notre marché, c'est quoi nos stratégies de marketing, c'est quoi nos concurrents. Fait que ça fait un bon chunk, j'imagine, là est le gros chunk. Une fois qu'on a fait tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait après? On a des informations de marché maintenant. On va définir c'est quoi notre avantage concurrentiel. C'est important là, d'être le perçu comme étant l'expertise supérieure. Il faut attirer, pour se démarquer, il faut montrer qu'on est meilleur que les autres.
Donc, l'analyse de la concurrence, ça sert à faire ça. Puis, c'est quoi nos points forts de notre organisation? Qu'est-ce qu'on a de fort? Pourquoi que les gens viennent nous voir? Pourquoi que les gens reviennent nous voir? Comment est-ce que nos produits sont perçus comme supérieurs? Il y a des éléments qu'on fait ou nos services, des éléments que les gens apprécient plus, on se démarque vraiment. Est-ce que c'est dans la rapidité? Est-ce que c'est dans la qualité? Est-ce que c'est dans la convivialité? Est-ce que c'est par l'innovation? C'est par notre différence? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des avantages que les gens apprécient? Puis ces avantages-là, de plus en plus, pour se démarquer, il faut aller au-delà de ce que sont les autres. Et en lien toujours avec qu'est-ce qui est important pour les clients? C'est quoi les bénéfices que cherchent les clients? Donc, si on a une force dans tel domaine, on veut s'assurer aussi que les clients, c'est tel domaine ou tel élément, tel critère qui pour eux est important. Donc, faisons cet exercice-là. On définit c'est quoi nos avantages principaux, nos principales caractéristiques, puis ces caractéristiques-là, en fonction de ce que les clients apprécient, c'est-tu en fonction des bénéfices, en lien avec les bénéfices que cherchent les clients. Donc, des fois, ça peut être parler avec quelques clients pour valider cette information-là, ou si on est assez sûr, on n'a pas besoin de faire ça. Mais souvent, ça va être quelque chose d'intéressant à faire, de parler avec des clients par rapport à ce qu'on offre. Si on n'a pas d'évaluation, c'est un élément qu'on recommande de faire de plus en plus. Donc, bien définir son avantage commercial. Normand, j'ai une question là, de Jacques Leroux qui est en ligne sur Facebook avec nous, puis il se demande, lorsqu'on se compare, il faut le faire avec quelques-uns de nos concurrents. Combien de concurrents on devrait se comparer? Ceux qui nous contraignent le plus, ceux qu'on a entendu parler, ceux qui sont plus menaçants. En analyse de concurrence, ça prend au moins 2 à 4 concurrents la plupart du temps pour le faire. C'est suffisant avec certains critères d'évaluation. C'est un exercice qui peut prendre 1 heure ou 2. Avec 3 ou 4 concurrents, généralement, on obtient une certaine validité, une certaine qualité d'information. Parfait. Bon, et puis moi, j'avais une question personnellement. Est-ce qu'il y a une différence justement entre quand on fait notre avantage commercial, y a-t-il une différence pour les entreprises qui sont plus B2B versus celles qui sont B2C ou le processus se ressemble essentiellement à elle-même? À ce niveau-là, au niveau de la concurrence, qu'on soit B2B, B2C, qu'on soit le client, ce soit le gouvernement, c'est le même exercice. Il n'y a pas de différence là, pour faire l'exercice dans les 2 marchés. Oui. Bon. Fait que je résume, Normand, on est à peu près à la moitié de ton document. On a commencé par le constat financier de nos activités. On a analysé notre position sur le marché, où est-ce que sont nos forces, nos faiblesses, et aussi, surtout, on a évalué notre avantage commercial. C'est quoi la prochaine étape dans tes stratégies? C'est de définir les objectifs de croissance, les objectifs de vente, les objectifs marketing. Donc, les objectifs, combien qu'on veut générer de revenus, combien de clients qu'on veut servir, etc. C'est en lien avec nos priorités. Si on se dit dans la prochaine année, après l'analyse, bien, j'aimerais ça mettre plus d'emphase sur tel produit, j'aimerais ça me concentrer sur telle clientèle, j'aimerais ça adresser tel marché. Il y a sûrement des priorités qu'on a dans les prochains mois, dans la prochaine année, qui peuvent changer, peuvent être un peu différents par rapport à l'année passée. Donc, tenir compte de ces éléments-là. Puis l'autre élément aussi, on fait des objectifs en fonction des clients. Généralement, là, ça peut être des clients qu'on a déjà ou des partenaires ou des prospects qu'on veut transformer en clients. Parce qu'on fait un plan marketing qu'on constate dans une entreprise que année après année, par exemple, une proportion importante des revenus, là, 70, 90 des revenus, c'est avec les anciens clients qu'on avait. Donc, notre clientèle passée est gage du futur. Donc, il y a peut-être des objectifs qu'on a à se mettre établir par rapport à des clients qu'on a déjà servis et qu'on veut ramener ou offrir des nouveaux services à ces clients-là. Et aussi pour aller chercher une nouvelle clientèle pour régénérer des nouveaux clients dans notre entreprise. Donc, il y a cette combinaison-là à considérer ainsi que nos priorités dans l'année. Donc, par exemple, ça peut être des ventes en termes de volume d'affaires, en termes de nombre de transactions, en termes de type de service, type de produit, type de client. Tu sais, je vais vendre, mettons, je vise un objectif de croissance de temps. Donc, mes anciens clients, ce serait tant, mes nouveaux clients, ce serait tant. Je vais aller chercher tant de nouveaux clients. Vous voyez, ça se précise les choses, puis plus c'est précis,
plus ça va être facile à mesurer par la suite parce que c'est un objectif. Il faut que ce soit réaliste, que ce soit mesurable, il faut que ce soit pertinent. Donc, l'objectif n'est pas qu'un chiffre. L'objectif, c'est plusieurs choses en lien avec nos priorités, puis en fonction des stratégies qu'on va vouloir développer aussi. Donc, c'est important de déterminer des bons objectifs, là, c'est ça, puis c'est stimulant aussi. Puis là, j'imagine, Normand, aussi, les entreprises qui ont eu un chiffre d'affaires qui ont réduit de 50, 60, 90%, ça reste important de repartir de là pour refaire des objectifs. J'imagine on ajuste selon la situation actuelle. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des revenus qui ont été diminués ou perdus. On va compenser. Quand je disais réaliste tantôt, c'est tenir compte de cet élément-là. Mais tenir compte aussi de quand ça va repartir, il y a beaucoup de demandes. Il va y avoir beaucoup de demandes. Là. Les gens ont arrêté de consommer. Et là, ils vont avoir besoin de beaucoup de choses. Donc, quand ça va partir vite, possiblement. Donc, il va y avoir comme une deuxième vague qu'on dit et c'est sur cette vague-là qu'on veut surfer et qu'on veut mettre notre entreprise et s'organiser. Donc, oui, effectivement, on tient compte. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a des statistiques. Puis, ce qui reste dans l'année, dépendamment du plan qu'on veut faire, c'est-tu jusqu'à l'automne, c'est-tu jusqu'à Noël, c'est-tu un an complet, chacun a son plan d'affaires. Et ça tenir compte de cet élément-là également. Normand, on a 2-3 questions sur Facebook, mais je veux juste terminer notre présentation. Comme ça, on pourra répondre aux questions à la fin parce qu'il nous reste juste un point. Évidemment, il y a aussi des entreprises présentement là, qui ne peuvent pas offrir leurs services à cause justement du confinement. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas faire du télétravail ou quoi que ce soit. Le dernier point là, qui est dans ta liste pour ça, pour eux là, ou pour tout le monde même, c'est quoi ton dernier point que tu peux offrir à tout le monde? Ben, mettons, au niveau de l'analyse de la situation, c'est qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut modifier dans la prochaine année. Puis, quelles sont les connaissances aussi qu'on veut aller chercher pour avancer, pour évoluer, il faut aller chercher de la nouvelle matière, du nouveau contenu. Alors, c'est quoi les éléments qu'on veut aller chercher de formation? Je parlais de salons commerciaux un peu plus tôt, mais y a-t-il des abonnements, y a-t-il des formations à suivre en ligne, etc. Puis, il faut aussi ajuster notre structure marketing pour implanter des changements. Si on se dit, bien, à tous les ans, j'implante un changement dans mon organisation, là, c'est comme une politique que je m'établis pour dire, cette année, je vais changer telle affaire, telle chose. Et c'est comme ça qu'on vient à grossir notre organisation, prendre l'envergure, prendre l'ampleur. Par exemple, si on regarde une petite entreprise, la personne fait la vente, la même personne fait la prestation de service, un travailleur autonome, par exemple, fait aussi son administration, etc. Bien, peut-être qu'il y aurait lieu de penser, de dire, regarde, moi, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être bon dans tout. Je vais déléguer la gestion de mon administration, ma comptabilité, etc. Je vais déléguer ces choses-là à quelqu'un qui va le faire pour moi et je vais le donner à une firme comptable, membre de BNI, idéalement, oui. Puis, je vais concentrer mon travail à faire du développement d'affaires et de la relation client. Puis, tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, je vais le donner aussi à une firme externe pour le faire, pour me concentrer sur mon organisation, prendre l'envergure, peut-être dans un an ou deux, mais avoir des employés avec moi. Parce que c'est le même qu'on vient à grossir notre entreprise, ça se rend plus efficace, plus profitable aussi. Donc, s'imposer des changements selon son envergure d'entreprise. Si on se fait ça, on détermine ça au moins une fois par année. Imaginez dans quelques années l'impact que ça va avoir sur votre organisation. Puis dans ta présentation, ce que tu nous disais aussi, là, c'est justement prendre le temps d'enrichir ses connaissances. Là, tu nous l'as dit un peu. Maintenant, c'est un bon moment pour justement acquérir ces connaissances-là, que ce soit des webinaires, s'abonner à des contenus ou écouter des gens ou remplir un genre de document comme toi, le tien. Là. Oui, puis j'en ai sur Zoom aujourd'hui, tout le monde. Il y a un mois, personne ne connaissait Zoom. Aujourd'hui, tout le monde est sur Zoom à toutes les semaines. Puis chacun, on prend des initiatives, on l'exploite à notre manière aussi pour notre entreprise. Donc, ça nous a amené à un changement à implanter, mais c'est facile d'apprendre. Il s'agit de s'ouvrir puis de s'accorder le droit à l'erreur, d'essayer. Puis, je pense que c'est profitable, c'est très profitable.
Bon, fait que juste avant de reprendre les questions là, qu'on a reçues sur Facebook, Normand, je veux juste faire le résumé de tout ton plan que tu viens de nous partager, qui était en 5 étapes, disponible là, sur ton site web, pmmarketing.ca. En résumé, tu nous as dit 1, faire le constat financier de ses activités. 2, analyser sa position sur le marché. Comprendre son avantage commercial. Définir des objectifs pour la prochaine année. Puis prendre le temps qu'on a présentement pour justement partager, enrichir ses connaissances, faire des nouveaux trucs. Je partage aussi là, ton document ici qui est assez complet, là, qui est justement intitulé On relance nos affaires sur ton site PME Marketing. On peut télécharger ce document-là qui est vraiment un document pratico-pratique qu'on peut travailler avec, qui résume un peu tout ce que tu viens de nous dire en détail, mais sur lequel on peut travailler pour justement préparer les actions qu'on va prendre dans les prochains, tu dirais les prochains mois ou même les prochaines semaines, j'imagine? Je dirais que c'est la première étape, dans le fond, dans la présentation. Le volet est diagnostique. La prochaine étape de la présentation va porter souvent sur les actions qu'il va prendre. Je dirais qu'il y a plus d'intérêt sur qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est important de s'évaluer, de se faire un statut, un constat, où est-ce qu'on en est en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, c'est la première étape à faire. La prochaine, c'est vraiment, on veut maintenant attirer des nouveaux clients, on veut relancer de la business. C'est ce qu'on va s'adresser dans les prochaines minutes. On peut écouter des questions entre-temps, si tu veux, pour la première phase. Absolument. Il y avait une question d'Isabelle, mais je pense que tu l'as, Isabelle Bernier, là, qui est avec nous, je pense que tu l'as déjà un peu répondu. C'est à quelle fréquence ou combien de fois au courant de l'existence d'une entreprise on devrait faire cet exercice-là ou cet exercice de FFOM là, qu'elle appelle? Ben, c'est un exercice qu'il doit faire, je pense qu'on doit faire annuellement. OK. Faut mettre 15 à 20 heures par année pour planifier notre business. Si on le fait déjà dans le passé, c'est pour ça qu'on a un document pour le consigner. On va le refaire, on va aller voir ce qu'on avait fait l'année passée, on va se rappeler des choses, puis les changements qu'il a apportés, on sert du même document, une version 2, puis on continue dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que la première fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours un peu plus laborieux, c'est normal. Mais après ça, par la suite, il y a un document là qui va pouvoir être utilisé année après année. C'est aussi sa valeur. Ouais, fait que j'imagine que c'est ajusté aussi parce que, comme tu dis, à chaque année, ça va être juste du peaufinage. Ce ne sera plus refaire le document complet. Ça va dire, OK, ça, c'est toujours vrai. On fait juste ajuster vers l'année 2, l'année 3. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est le but visé. Oui. Écoute, je continue avec nos questions. Jacques Leroux, qui est toujours avec nous, se demande, je pense que c'était une question quand on parlait là, de notre plan d'évaluer nos clients. Tantôt, là, que tu disais qui sont les clients potentiels. Comment on peut laisser aller ceux qui ne sont pas un fit dans notre plan ou dans notre nouveau plan? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne fit plus dans notre nouveau plan? Bien, quand on fait du marketing, on cible des clients. On va en parler là, dans la prochaine minute. On cible des clients. Donc, ces clients-là qui ne correspondent plus à notre cible, et on va s'adresser moins avec eux ou pas du tout auprès d'eux si on fait des communications, si on fait des campagnes, etc. Puis, ben, ces clients-là reviennent, ils veulent avoir d'autres services. On va leur expliquer que voici notre, ce qu'on veut faire, voici comment on veut fonctionner, est-ce que ça vous plaît de fonctionner peut-être autrement. Donc, on va offrir la possibilité à ces gens-là de pouvoir travailler avec nous de la manière qui est la meilleure pour les deux parties. Donc, c'est affaire à cas par cas. J'imagine qu'il y a peut-être des clients avec qui on ne fera plus affaire du tout. Ça, c'est pas possible. Si on en a des nouveaux clients, on va se permettre là, de dire, bon, ben, tel client. Tu sais, des clients qu'on a, ils ne sont pas payants parce qu'ils demandent du temps, ils sont problématiques. Faut, que ce soit gagnant, la relation d'affaires. Mm-hmm. C'est pas gagnant pour nous, c'est gagnant pour le client. Et on ne peut pas continuer. Il faut l'expliquer au client, il faut lui dire, voici ce que moi, j'aimerais gagner dans ma relation d'affaires comme toi, tu gagnes. Il faut que ça convienne à nous deux. Ça, je pense que tout le monde comprend ça. Oui. Question d'Isabelle Légaré, là, qui est avec nous dans Bien-être Prestige à tous les jeudis matins. Comment c'est peut-être une question de tactique, peut-être un peu plus là, dans son cas, comment on va faire pour répondre à la demande quand les affaires vont reprendre? Il y a des entreprises qui vont être sur les chapeaux de roue là, parce que les clients vont débouler, comme elle dit, à vitesse grand V. Là. Comment les PME, justement, vont faire pour répondre à peut-être ce goulot d'étranglement quand les entreprises vont tout appeler en même temps? Là? Bonne question.
C'est pour ça qu'on fait l'exercice aujourd'hui, effectivement. Alors, si on se fait des scénarios, tantôt je disais qu'est-ce qu'on peut changer dans mon organisation. Par exemple, j'ai un scénario présentement. Exemple, là, j'ai une personne qui fait du service, il y a 3-4 personnes qui travaillent avec elle. Ça représente, mettons, 150-200 000 $ de chiffre d'affaires. Si on se dit, waouh, ça, là, ça va doubler dans les 6 prochains mois. Donc, dans les 6 prochains mois, c'est plus 200 000 de mon année, c'est 200 000 m'offert dans 6 mois. OK, ça se peut-tu que j'aille besoin d'embaucher du monde? Ça se peut-tu que les employés ne travailleront plus 40 heures par semaine? Ça se peut-tu que je vais avoir besoin d'équipement? Ça se peut-tu que je vais avoir besoin de partenaires? Alors, c'est une très bonne question que Isabelle a pose là. Qu'est-ce qui arrive dans tel scénario? Alors, faisons des scénarios et regardons dans notre organisation, en fonction du scénario A, B, C, comment je pourrais m'organiser, comment je pourrais me structurer. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. C'est une bonne question. Puis oui, c'est pertinent à prévoir parce que je pense qu'il risque d'avoir une vague très forte qui va dans les prochains mois, l'été et l'automne. Dans le fond, c'est ça, on se fait un plan de match, puis selon ce qui va arriver, on sort le plan A ou on sort le plan B ou on sort le plan C, puis on ajuste ces opérations en fonction de la demande des clients. Exactement, exactement. Une autre question d'Isabelle Lupien qui est aussi avec nous sur Facebook. Si vous avez des questions sur Facebook, on a encore un peu de temps, là, donc posez-les dans le live stream sur Facebook. On est avec Normand Coulombe de PME Marketing. Et puis, Isabelle Lupien, elle se demande, selon ton expérience, Normand, là, ça va être quoi les nouvelles habitudes de consommation des gens? Ça va être quoi le principal changement que tu entrevois là, dans les prochains mois ou peut-être même les prochaines années? Qu'est-ce qui va changer dans nos habitudes de consommation? Bien, c'est clair que les gens vont être plus habiles à consommer à distance, puis utiliser les médias sociaux, utiliser des logiciels comme on fait là pour contacter les fournisseurs. Donc, comme organisation, on se dit, bon, mais c'est quoi les outils technologiques dans mon secteur qui existent, et est-ce que je suis à niveau avec ces outils-là? Donc, faire cette analyse-là, puis se dire, OK, ben moi, j'aurais besoin, exemple, moi, je fais de la consultation, je n'en ai jamais fait en ligne avant. Là, je sais que je peux en faire en ligne maintenant. Donc, je parle avec mes clients, puis je dis, regardez, je vais vous faire un Zoom, puis un Zoom, je ne connais pas ça, peux-tu m'aider? Je vais t'aider. Donc, ça m'a amené à rendre le service en ligne, ce que je ne faisais pas déjà dans mon domaine, mais dans d'autres secteurs, il y a bien d'autres technologies, de nouvelles choses. Les gens vont être plus au fait. Ils vont avoir le temps de se pratiquer. Ils vont arrêter presque 2 mois. Là. Donc, les gens vont donner meilleur avec ces outils-là. Puis, il faut planifier, les intégrer dans notre offre de service. Excuse-moi, c'est moi qui j'ai vu un reverb sur notre Facebook. Donc, ce que tu dis, là, c'est justement, c'est de prendre le temps de... Excuse-moi, j'ai perdu le fil finalement. Mais j'ai une autre question pour toi. Sur notre Facebook, il y a des gens qui nous disent il faut aussi prévoir les ressources financières, aller se procurer des prêts disponibles si on a besoin. J'imagine que selon ton scénario que tu évoques, là, A, B, C, on peut prévoir les ressources financières ou comme tu dis, les partenaires avec qui on pourrait travailler. Oui, ressources financières, ressources humaines, ressources technologiques, ressources matérielles. Toutes ces ressources-là sont mises dans un plan. Et il faut considérer, c'est sûr, c'est la première chose. Et je sais que présentement, il y a un prêt de 40 000 qui est garanti par le gouvernement du Canada via votre institution financière et la BDC. Et je pense que tout le monde peut appliquer. Puis c'est garanti par le gouvernement du Canada. Ce que j'ai compris du ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, hier, c'est que tout le monde a droit à ce prêt-là, étant donné qu'il est garanti par le fédéral, pas d'intérêt pour 1 an. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, puis ça semble-t-il qu'une banque de 30 à 40 milliards de ces montants-là. Donc, moi, je dirais, allez voir tout de suite pour voir c'est quoi, puis c'est quoi les conditions, puis j'applique. Puis, tu sais, appliquer pour un prêt, là, tout le monde peut le faire. Là, tu décides si tu le prends quand tu reçois la proposition. Donc, oui, on peut peut-être développer ce réflexe-là, puis d'aller voir ça. Mm-hmm. Donc, préparer les fonds de roulement. Là, on a Pierre Cloutier qui est justement avec nous dans le chat sur Facebook qui dit qu'il y a des prêts de fonds disponibles, des fonds de liquidité, mais il y a différents critères là, selon ce que Pierre dit. Là, ça prend des masses salariales de 50 000 à 100 000 dans tous les cas, l'idéal, c'est justement d'appeler un comptable comme Pierre Cloutier de Cloutier-Lontin ou tout autre comptable justement pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Il y avait Isabelle Bernier aussi qui se disait aussi qu'il faut voir aussi avec toutes nos BNI, les ressources qu'on a, j'imagine les contacts qu'on a à travers nos réseaux d'affaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider, pour aller chercher de l'aide.
Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie dans mes top 10. Tout à fait. On arrive à ça. Ben, écoute, Normand, je veux juste terminer en remontrant ton document qui est disponible sur ton site web PME Marketing. Tout ce qu'on vient de dire, là, le plan de Normand qui est en 5 étapes, là, de faire le constat financier de ses activités, analyser sa position sur le marché, comprendre son avantage concurrentiel, définir ses objectifs pour la prochaine année. Tout ça est compris là-dedans. C'est vraiment un document qui vous prend pas à pas, qui va vous aider justement à faire les scénarios A, qui va être votre scénario A, votre scénario B, votre scénario C. Puis là, je vais vite, peut-être ça donne mal au cœur, donc je vais arrêter ça. Ce que je voulais aussi peut-être présenter vite avant qu'on se laisse, c'était justement notre regroupement de modules. Christian, Oui, excuse-moi. Là, c'est la deuxième phase que je peux présenter là. OK, à partir écoute. Attirer de nouveaux clients, là, on peut en parler là. Absolument. À ce moment-là, juste pour te lancer là-dessus, je voulais te présenter notre équipe d'experts, là, justement, où ce que toi et moi, on est présents là, pour les gens qui ont besoin de plus de détails. On peut facilement vous référer à tous ces gens-là qui sont justement dans notre réseautage d'affaires et puis qui vont tous nous aider, même nous-mêmes, à traverser cette crise-là, à aller plus loin. Ben écoute, oui, je te relance le micro alors. OK, alors on continue. Comme la partie 2, maintenant, si on a fait l'analyse, la partie 2, comment on attire de nouveaux clients? Alors, comment on relance l'organisation, l'entreprise? Est-ce que tu peux nous montrer rapidement? Laisse-moi 2 secondes, j'y arrive. Donc, on parle de la page, c'est ça, cette page-là. Donc, si on va un petit peu plus bas, là, on voit. Donc, dans cette partie-là, ce que je vais présenter, là, c'est ce que ça prend là, pour attirer de nouveaux clients, bien communiquer, cibler les bons clients. Mon top 10 des tactiques et outils marketing. Les outils marketing, le marketing multicanal, le plan de relance, le plan d'action de la relance. Donc, ça, c'est la deuxième partie de ce webinaire-là. Là, il y a beaucoup de contenu aussi qu'on présente là. Donc, quand on dit bien communiquer, vous savez, quand on communique en marketing, là, ce qui est important dans les premiers temps, c'est de connaître les bénéfices. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice un peu plus tôt. Quoi les bénéfices recherchés des clients? Qu'est-ce que les clients s'intéressent par rapport à ce qu'on fait? Alors, c'est quoi les satisfactions qu'ils veulent obtenir? Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, lorsqu'on met du texte sur notre site web, nos réseaux sociaux, les titres de nos pages, etc., c'est les bénéfices. Donc, il faut le parler en premier avec les bénéfices qu'ils cherchent et qu'ils vont se procurer, qu'ils vont obtenir de nos services. Quoi qu'on a attiré un client. Ça, normal, là, mais je veux juste arrêter là-dessus parce que c'est trop facile, on dirait. J'en vois tellement, justement, qui parlent plus de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis je pense qu'avant de te rencontrer, j'étais l'exemple parfait de dire hey, moi, je fais des belles productions vidéo, voici ce que je fais, j'utilise un drone, whatever. Donc, j'étais très sur qu'est-ce que moi je fais, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça amène aux clients, tout ce qu'on fait? Mes productions vidéo, qu'est-ce que ça amène aux clients? Puis peu importe les services de chaque personne, c'est plutôt de le voir, de se mettre dans les souliers de notre client pour voir qu'est-ce que ça lui apporte. Donc, il faut lui parler dans son langage, beaucoup plus dans qu'est-ce que nous, on fait. Quand on parle d'expérience client, là, qu'on se met dans la peau du client, le client, qu'est-ce qu'il cherche au premier temps? Il cherche un bénéfice. Puis après ça, une fois qu'il l'a trouvé, puis qu'il parle avec nous, qu'il est en contact avec nous, là, il commence à acheter. Quand il commence à acheter, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dit. Là, il commence à nous comparer par rapport à ce qu'il y a présentement, ce qu'il a déjà magasiné, les fournisseurs qu'il connaît. Donc, il commence à acheter, donc il nous compare. Là, on est rendu à présenter nos avantages. Comment est-ce qu'on est plus meilleur, plus vite, plus puissant, plus organisé, etc. Alors, c'est quoi nos avantages? C'est ce qu'on a cherché tantôt à définir. Là, c'est le temps de les communiquer, nos avantages. Donc là, on va parler des avantages. Donc, les bénéfices en premier, les avantages. Et là, le client va avoir un intérêt davantage pour ça. Et c'est là qu'il va dire, OK, bon, ben, comment tu fais ton vidéo, exemple, dans ton cas, client, c'est quoi le temps, c'est quoi la technologie, c'est quoi ta caméra, c'est quoi ton setup, c'est quoi tes lumières, c'est quoi ton environnement, comment ça fonctionne, comment ça marche. Là, il est rendu à acheter, il est rendu dans le troisième niveau qui sont les caractéristiques. Mm-hmm. Et moi, je te dirais que dans mon cas, il y a peu de gens qui me demandent c'est quoi la caméra que j'utilise ou les lumières que j'utilise. Au final, le temps que la vidéo est bonne et que ça leur donne un résultat dans leurs affaires, ils sont contents. Exactement, exactement. Donc, et en finalité,
le client est intéressé, le client nous a comparé, le client a eu les informations qu'il cherchait, le client a pu nous contacter, on y a parlé parce que les informations étaient très disponibles. Il a eu notre service, notre produit. Par la suite, bien, on veut le fidéliser aussi. Donc, on veut qu'il parle de nous, on veut qu'il nous réfère des clients, on veut qu'il soit satisfait, on veut qu'il puisse témoigner. On veut s'en servir éventuellement. Puis lui, tout, ce client-là, s'il veut référer un de ses amis, pas pour nous faire plaisir à nous, vraiment pour faire plaisir à son ami. Fait que pour faire plaisir à son ami, il a trouvé quelqu'un d'intéressant et de crédible. Là, il va le référer. Donc, c'est la 4e étape. Donc, dans le processus, vous allez voir dans le document, le cycle AIDAF que je présente, vous allez voir, vous allez pouvoir compléter ces informations-là, bénéfices, avantages, caractéristiques, fidélisation. Donc, vous allez avoir un bon portrait de comment procéder pour attirer des clients, créer une expérience client qui est intéressante. Donc, on voit le... Hey, moi, j'ai hâte de leur télécharger ton document et repartir au travers pour moi-même. Les clients, là, puis, avoir l'expérience client, être fort en marketing par rapport à ça, c'est ça, la priorité. Une entreprise, c'est pourquoi qu'une entreprise existe. Une entreprise existe parce qu'elle veut servir des clients. C'est la raison première de toute organisation, de toute entreprise, de satisfaire des clients et de générer des nouveaux clients, de servir des clients qui ont déjà. La valeur de l'entreprise correspond à la valeur de sa clientèle. Pas de clients, il n'y a pas de dépenses d'opération, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entreprise. Donc, les clients, c'est vraiment la priorité. C'est pour ça qu'une entreprise opère, pour servir des clients. Et là, si je suis dans ton document, ce que tu nous amènes après, c'est trouver les bons clients, cibler les bons clients. Effectivement que l'efficacité d'une campagne, là, ça se calcule. Là, pourquoi qu'on se dit, bon, on veut cibler les bons clients, puis on veut segmenter la clientèle. Ce qu'on se dit, c'est que pourquoi qu'on segmente, dans le fond? Pour convaincre un client, il faut qu'il nous voit de 7 à 20 fois. Là, ça dépend de chacune des entreprises, etc. Mais c'est plus qu'une fois qu'il doit nous voir. Donc, il doit avoir une fréquence dans les communications qu'on fait. Et si on crée une fréquence à toute la population, imaginez-vous le coût financier que ça représente, inimaginable. Donc, l'autre élément, c'est qu'on doit se spécialiser aussi pour aller chercher un avantage concurrentiel auprès d'une clientèle cible où est-ce que les besoins sont partagés et ils se regroupent. Donc, on parle de faire du ciblage, puis on présente des critères de segmentation. Donc, la segmentation, c'est avec des critères, exemple l'âge, la localisation, le type de logement, la profession, etc., que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Donc, il y a du ciblage à faire. Puis, si on ne fait pas de ciblage, bien, on vend à tout le monde. Et si on vend à tout le monde, il faut communiquer avec tout le monde. On n'a pas les moyens financiers de communiquer avec tout le monde. C'est impossible, personne ne peut faire ça. Donc, on a besoin de cibler, et c'est ce qu'on présente ici, différents critères de segmentation, principalement pour exemple, j'ai le critère plus par rapport à des particuliers. Si on est dans les entreprises, bien naturellement que ça peut être des critères de type d'industrie, ça peut être des critères de nombre d'employés, ça peut être le critère aussi d'à qui je m'adresse dans l'entreprise, c'est quoi le besoin de l'entreprise, etc. Donc, il faut faire de la segmentation absolument pour être efficace. Sinon, on s'adresse à tout le monde, on vend à tout le monde, puis on n'intéresse personne vraiment. Donc, il faut se concentrer puis trouver les clients les plus faciles à convaincre. C'est ça qu'on vient dans le plan d'affaires, puis on se dit, bon, ben, je regarde mon plan, je me dis, exemple, si je suis en B2B, j'ai 1 million de revenus que je peux générer, je regarde année après année, puis je sers 50 clients, bien, je sers 50 clients. Je n'irai pas chercher 200 cette année-là. Peut-être qu'ils vont servir 60 cette année, 10 de plus. Donc, je sers mes 50 qui vont peut-être revenir, mes 10 de plus. Mes 10 de plus, je vais les prendre où? Peut-être le profil des clients que j'ai déjà, qui ont ce profil-là que je n'ai pas. Donc, vous voyez un petit peu comment faire la dynamique. C'est la raison pour laquelle on a analysé au début. Là, on fait notre ciblage, puis on se dit, sais-tu, tabarnouche, j'ai besoin de convaincre un client par mois. J'ai travaillé avec des entreprises. Souvent, on se dit ça, on te dit Normand. Tu me dis, on va aller chercher 12 nouveaux clients cette année. Oui, un par mois. Oui, c'est ça, un par mois. Ah, mais c'est pas si dur. Ben non, c'est bien. Mais parce qu'on a fait l'exercice, on a fait le ciblage. Par contre, il faut cibler les clients qu'on a déjà. Il faut créer du repeat business.
en faisant une analyse de ce type-là, va faciliter les choses, va nous rendre plus efficaces. On va atteindre plus facilement nos objectifs. Écoute, je te lis quelques commentaires qu'on a sur Facebook. Là, Pierre Lavallée, notre graphiste, qui dit avec des sites web plus clairs, des documents plus faciles à consulter. Un exemple, les pastilles de goût à la SAQ qui rendent le message très clair, très facile pour le client. Isabelle Bernier qui nous dit la cible est le plus important c'est ce qui est le plus important dans une stratégie de marketing. À qui on s'adresse, parce que c'est à eux qu'on doit s'adresser et intéresser à attirer. Donc, question peut-être pour toi là-dessus sur de Elias Nassif, là, qui est aussi dans notre BNI Prestige le jeudi matin, spécialiste de Solutello. Est-ce qu'on peut intégrer une variable comportement d'achat typique également dans la définition d'un segment? Est-ce que dans ta segmentation, on peut rajouter comportement d'achat typique? Tout à fait. Le comportement d'achat typique, ça définit vraiment la manière que le client pense, la manière qu'il parle de nous, la manière qu'il réagit, la manière qu'il ressent des émotions par rapport à notre produit, notre service. Tout à fait. On fait ça de cette forme de segmentation-là. Il faut faire une recherche. Il faut parler avec des clients pour ça. Il faut être en contact avec des clients. Il faut avoir des outils de mesure aussi. Mais effectivement, que si on veut aller à ce niveau-là, c'est idéal. Moi, je présente des éléments fondamentaux de base. Si on va aller un petit peu plus loin, ben oui, ça, c'est une étape supérieure. J'apprécie la question. Oui. Écoute, si je continue dans ton document, Normand, on arrive après ça dans les top 10 de tes tactiques et outils de vente en marketing. Exactement. Donc, on a défini notre position sur le marché, on connaît les bénéfices recherchés des clients, on sait qu'on va cibler tel type de clientèle, on est prêt à modifier notre communication en fonction de l'expérience qu'on veut créer aux clients. Donc, on a tout fait cette analyse-là au départ. C'était pour ça qu'on faisait cette analyse-là. Ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, c'est vraiment, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que je choisis de faire? Donc, c'est ça le prochain sujet. Mais vous voyez, faites le lien entre l'analyse qu'on a fait initialement, cette étape-là qui est vraiment la stratégie. Donc, le top 10 des tactiques et outils marketing. Moi, j'ai fait cette liste-là en fonction de, je fais tout le temps ça, qu'est-ce qui coûte le moins cher ou presque rien à l'organisation qu'on peut tout de suite appliquer ou développer. C'est quoi s'il y a des dépenses, c'est plus des dépenses d'infrastructure d'un premier temps. Par exemple, investir dans son site web ou avoir de la documentation, avoir des outils de marketing. Donc, commençons par qu'est-ce qui coûte le moins cher, puis c'est quoi les dépenses d'infrastructure que je vais faire. Après, on va le voir dans les stratégies, les dernières stratégies, c'est quoi les dépenses que je fais, mais ce n'est pas récurrent. C'est de l'argent qui est parti, qui ne reviendra pas, qui va générer des revenus, naturellement. Mais la base, en débutant, c'est vraiment des dépenses qui sont soit très, très faibles ou des dépenses qui sont d'infrastructure. La première chose, c'est développer une forte culture vente. Si on n'a pas une forte culture vente, on va faire une stratégie de vente, on va avoir de la misère à le faire. Il faut investir le temps requis. Il faut vraiment mettre le temps que ça demande. Il faut accorder la priorité aux ventes dans une entreprise, à la relation client. On disait tantôt, une entreprise, ça sert à quoi? Ça sert à servir des clients, satisfaire des clients. Ça, c'est la priorité de l'entreprise. Si notre temps prioritaire n'est pas mis là-dessus, il est mis à livrer, ou il est mis à développer, ou il est mis à gérer, ou à d'autres choses, ce n'est pas profitable. Donc, c'est quoi les besoins des clients? C'est quoi mon temps que je peux m'allouer pour servir ces clients-là? Ça, c'est vraiment la priorité. Il faut faire une réflexion là-dessus. C'est-à-dire, bon, bien, si comme travailleur autonome, exemple, il y a du travail que je peux délester quelqu'un qui m'empêche de faire des développements d'affaires. Le développement d'affaires, il faut en faire à toutes les semaines, non, tous les jours. Donc, s'il faut que j'en fasse à tous les jours, toutes les semaines, les autres tâches administratives, peu importe, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire à ma place, pour me concentrer là-dessus. Et je suis orienté client. J'ai-tu des outils pour servir des clients? J'ai-tu, par exemple, un logiciel de relation client? J'ai une centaine de clients à servir et je veux communiquer avec ces clients-là. J'ai besoin d'un outil, un CRM, un outil de gestion de relation client. Encore là, sur le site de la BDC, c'est possible de trouver une liste d'outils pour faire ça. J'ai-tu documenté l'expérience client? Je me suis mis dans la peau, ce qu'Elias demandait tantôt, c'est un peu ça. Je me mets dans la peau du client qui cherche mon produit, qui me trouve, qui me compare, qui me contacte.
qui évalue, qui reçoit une proposition, qui accepte, qui utilise et qui donne la satisfaction par la suite. Est-ce que j'ai décrit tous ces éléments-là? En connaissant ces éléments-là, il y a des choses sûrement que je vais ajuster dans mon offre de service. Et est-ce que je mesure la satisfaction des clients aussi? C'est un sondage que je fais annuellement. J'ai une méthode pour dire, ben je sais. Pas juste une impression, là. C'est des faits, j'ai collecté cette information-là. Je sais que j'ai une satisfaction des clients. Je peux la comparer d'une année à l'autre. J'ai fait un programme de fidélité. Dans beaucoup d'entreprises, là, c'est des nouveaux clients, des anciens clients qui sont beaucoup plus importants dans les générations de revenus. Donc, j'ai fait un programme pour fidéliser mes clients. Alors, satisfaction des clients, connaître ses clients, les écouter, pouvoir les gérer avec un outil de gestion et les fidéliser avec un programme, envoyer toute une infrastructure de relations clients qu'il faut mettre en place là, pour accorder notre priorité à la relation client, à la culture vente que j'appelle. Donc, je t'avance au point 2 parce qu'on pourrait parler pendant 4 heures, je pense, de chacun de tous ces éléments-là. Le deuxième point que tu as, c'est la qualité des produits et services. Ce qui intéresse les gens, c'est nos produits et services. Ça n'intéresse pas à nous d'un premier temps. Ça intéresse à qu'est-ce qu'on va leur apporter via nos services ou à nos produits. Donc, est-ce que mon produit est le meilleur? Est-ce qu'il déclasse les autres? Est-ce qu'il est supérieur? Est-ce que c'est le meilleur de l'industrie? Est-ce que je suis reconnu comme le spécialiste dans mon domaine? Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui existe? J'ai-tu une certification d'un organisme externe qui dit « Hey, lui, c'est le meilleur, telle raison. » Est-ce que dans ma mentalité, je livre au-delà des attentes? Le client achète tel service, je le vends, je sais que je vais le livrer plus. Tout ça, c'est tout prévu d'avance. Le client ne sait pas. Lorsqu'il reçoit mon service, il est surpris, il est satisfait. Si je lui demande, par exemple, écoute, je pense qu'on a une bonne relation d'affaires ensemble, ça ne te ferait-tu rien si je présente aux gens la relation qu'on a eue? Souvent, les clients vont accepter ça, pour on va pouvoir se servir de ce service-là qu'on a prévu pour générer d'autres pistes de revenus, d'autres sources de revenus avec des témoignages ou peu importe, ou recevoir des références de ces clients-là. Donc, très important d'avoir une qualité de produits et services qui répondent, qui fait de nous un expert, qui dépasse les attentes des clients. Donc, deuxième point, une fois qu'on est orienté client, une fois qu'on a fait l'offre de service, ben, je pense qu'on est bien parti pour réussir notre campagne marketing avec la qualité. Troisième point, les outils de vente et marketing. Les outils de vente et marketing, c'est plus important que faire de la publicité. C'est la première chose à avoir. Imaginez que vous allez recruter un représentant ou vous voulez vous faire référer par un collègue de votre BNI ou un client qui veut parler de vous. Il n'y a pas d'outil pour parler de vous. Il n'y a pas de document pour vous présenter. Il ne peut pas vous référer, il n'y a rien. On va avoir quoi comme référence? Bien, probablement rien. Donc, il faut outiller nous-mêmes dans un premier temps. Imaginons aussi qu'on va embaucher un représentant. Il n'y a pas de pitch de vente de montée. Il n'y a pas de présentation corporative. Il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de profil corporatif. Les fiches produits ne sont pas montées. Comment vous voulez que le représentant vous vende? Donc, ça, c'est les éléments vraiment fondamentaux d'avoir un profil corporatif, présentation PowerPoint, une vidéo pour parler de présenter nos performances, attirer les gens, utiliser les médias sociaux, on va le voir tantôt, et ça nous prend une vidéo pour montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Il y a trop de médias sociaux aujourd'hui, il y a trop de technologies, on le voit présentement, qu'on ne peut pas dire, bon, ben là, moi, je fonctionne très bien, je suis très bien outillé, je n'utilise pas ça. Ça nous prend les outils pour le faire. Il faut avoir un comparateur de produits par rapport à nos concurrents. Quand un client parle d'un concurrent, nous, on a notre comparateur de produits, on l'a à l'esprit, mais l'envoyer au client, on sait qu'on a telle caractéristique, l'autre ne l'a pas. On va dire au client, je te compte la vérité, c'est un fait. Nous, on fait ça comme ça, l'autre ne fait pas ça comme ça, d'une autre façon. Donc, on connaît, on a des témoignages de clients aussi, on connaît nos réalisations, on peut les présenter. Alors, vous voyez, ça nous prend vraiment des outils pour se commercialiser avant même d'embaucher du monde, avant de solliciter des clients, avant de faire de la publicité. Si on n'a pas d'outils, on ne peut pas travailler. Donc, les outils de vente, il y a une liste d'outils dans le document. Il y a une liste de plusieurs outils, on va le voir un peu plus loin aussi. Normand, j'ai une question qui vient d'André Ouellette, qui est notre spécialiste de site web.
si on revient à ton point 2, là, qui était la qualité de nos produits et services, André se demande, est-ce qu'il y a une façon d'offrir une garantie de service? D'offrir une garantie de service, bien, c'est en fonction de c'est quoi toujours en lien avec les bénéfices recherchés des clients, en lien avec notre valeur ajoutée, en quoi que nous sommes supérieurs aux autres. Puis, c'est sûr que le client s'attend d'avoir une garantie. La loi, dans beaucoup de produits, oblige les manufacturiers à offrir une garantie dans les produits. Donc, garantie de service, moi, je trouve que c'est un incontournable, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut offrir comme garantie, puis c'est quoi les paramètres. Je ne pense pas qu'on soit au niveau pour se dire ça vaut-tu une garantie, je pense qu'il faut en faire une. C'est quoi les paramètres qu'on peut définir dans la garantie de service, par exemple? Ouais. Exemple, si André fait un site web d'un client, il a défini les paramètres, il livre le site web, le client, il reçoit le site web, puis il est en fonction des paramètres, c'est le premier niveau de garantie qu'il peut utiliser. Si le client change d'idée puis rajoute des choses, modifie, etc., c'est une autre chose. Là. Mais Ouais. je pense que c'est incontournable. Il faut offrir une garantie, mais il faut aussi gérer cette garantie-là qu'on donne. Oui, puis si on ouvre une parenthèse là-dessus, je pense que le fait d'offrir une garantie fait en sorte que ton client va dire, ah ben mon fournisseur, là, toi comme PME, tu prends un peu un certain risque de toute façon avec ton client, donc ça va le rassurer sur OK, je fais affaire avec Christian, André, Normand, mais il m'offre une garantie, donc ça me donne une certaine confiance, ça diminue le risque dans la tête du client. Exactement. Puis nous, comme professionnels, on sait quelle information qu'on a besoin, alors que le client ne sait pas. On sait qu'est-ce qu'on a besoin d'informations. On sait quel processus, quelle démarche, quel livrable qu'on va apporter. Donc, ça, c'est des choses qui se garantissent parce que c'est notre service professionnel. Mais moi, quand je fais un plan marketing, je dis au client, ben, on a un objectif de croissance de X, Y, Z. Je ne peux pas garantir le résultat parce qu'il y a trop de variables qui viennent intervenir. Le temps, la concurrence, l'économie. Je ne peux pas le garantir, ça. Par contre, je peux garantir un processus avec des étapes et avec des livrables. Puis, moi, la garantie que j'utilise, c'est qu'à chaque étape, je valide que le client est satisfait, qu'on est bien dans la bonne direction. Fait qu'aussitôt que le client, ça fait 5 fois qu'il me dit qu'il est satisfait, pas arriver la 6e fois et me dire, les autres fois, je n'étais pas satisfait. Pas se faire comme ça. Oui. Ouais, puis dans tous les cas aussi, là, de toute façon, tu le sais que tu vas faire un bon service. Puis si on se met dans la tête du client, mettons que quand je fais une vidéo, je garantis le fait que le client va être satisfait de la vidéo. Puis la question qu'on peut se poser, c'est de dire, si jamais mon client n'est pas satisfait de mon service, qu'est-ce que moi je ferais? Est-ce que je le rembourserais au complet à 100%? Je le rembourserais à 50%? Qu'est-ce que tu ferais pour adresser la situation? Je pense que ça peut être communiqué facilement au client puis devient une garantie certaine que tu peux offrir selon les paramètres que toi tu veux établir. 2 choses. Il faut établir des bonnes assises de relations d'affaires au départ. Il faut définir tous les paramètres. Comme professionnels, on les connaît plus que nos clients. Deuxième chose, durant l'exécution, il faut valider si l'exécution est en lien avec, pas seulement le contrat, mais les attentes. Parce que des fois, le client n'exprime pas des choses ou ce n'est pas écrit, peu importe. Donc, c'est-tu en lien avec les attentes des clients durant le processus? Dans ces situations-là, avec ces 2 éléments-là, je pense que la grande majorité des cas n'auront pas de problème de satisfaction. Ouais. Bon, je reviens à ton document normal. Le point numéro 4, c'est prioriser le marketing direct. Oui, parce que le 4e élément, moi, le marketing direct, 3 raisons. 1, les clients qu'on a servis dans le passé, nos partenaires d'affaires, nos fournisseurs, notre club d'affaires comme BNI, etc., bien, ces gens-là, ils vont être ouverts à recevoir de l'information de notre part. Ils sont réceptifs à nous si on a livré la marchandise, comme c'est le cas dans 99% du temps. Donc, ça prend un outil pour parler avec ces gens-là qui vont être probablement ceux qui vont nous faire générer le plus d'affaires. Donc, le repeat business, généralement, il est là. Il peut arriver qu'il y en a moins pour certaines entreprises. Puis, ben, avoir un outil comme MailChimp, peu importe de logiciel pour faire du marketing direct, ça devient un outil qui est facile à utiliser, qui facilite les affaires, qui simplifie et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Le défi, c'est d'aller chercher des listes de clients. Mais les clients que nous avons déjà dans notre organisation, profitons du fait qu'on a un outil maintenant pour s'en servir, entrer ces informations-là, pouvoir faire la relation avec le client, pas juste la transaction.
Oui. Puis, Si on, oui. si je peux renchérir, les autres, toi, là-dessus, normalement, moi, tu sais, quand on fait des campagnes sur Facebook ou quoi que ce soit, on ne contrôle pas ce que Facebook ou l'algorithme de Facebook, on peut optimiser l'algorithme, mais l'idée, c'est toujours de ramener les gens dans une infolettre ou dans un point de contact qu'on peut contrôler. Une fois que tu as le courriel ou le numéro de téléphone, tu contrôles la relation que tu as avec ton client, tandis que si c'est juste des abonnés sur ta page Facebook, tu ne peux pas vraiment contrôler ça. Tout à fait. Tu contrôles le message complètement, ainsi que ce que le récepteur, puis t'assurer que tous ces gens-là vont le recevoir. Effectivement. C'est pour ça qu'on parlait de ciblage tantôt. Parce que ça se peut arriver aussi que, je cible des personnes qui demeurent en logement, dans des immeubles, etc. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, ce n'était pas des clients, c'était des prospects. Donc, à ce moment-là, on s'est servi de marketing direct. Marketing direct ciblé, là, avec vraiment des listes, etc. Puis s'assurer que ça va s'adresser. Donc, par la poste, c'était aussi efficace. De plus en plus maintenant, les documents imprimés là, ont plus de valeur qu'auparavant. Je regarde, mettons, il y a 20 ans avant le numérique, on envoyait par la poste, c'était épais comme ça, puis ça ne va pas de bon sens. Maintenant, c'est par la poste, c'est épais comme ça. C'est même document. Je suis parmi 20 documents au lieu d'être parmi 100. Les chances que je vais être vu sont beaucoup supérieures. Donc, il ne faut pas négliger non plus le print qu'on appelle l'envoi postal qui permet de cibler, est très efficace. Donc, dans les deux cas, autant au niveau de l'envoi postal que dans le emailing, le marketing direct, ça ne coûte pas cher. L'autre élément, c'est 50$ par mois, peut-être maximum que ça va coûter d'avoir MailChimp, dépendamment du nombre. Dans certains cas, c'est zéro. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus efficace au niveau marketing aussi. Donc, c'était le 4e. Encore là, ouais. On recommande des choses qui coûtent presque rien. On fait Écoute, pas beaucoup d'argent, là. Je t'amène à ton prochain point, alors qui est le numéro 5, développer et entretenir un site web performant. Ouais, le site web, c'est l'accueil. Hein? C'est comme avoir un commerce de détail parce que l'accueil n'est pas évident. Le site web, c'est l'image d'entreprise. Le site web, c'est l'outil de référence. Le site web, c'est la notoriété. Le site web, c'est quelqu'un qui est fier de nous référer. Vas-y, gars, visite son site web. Il est facile à trouver, puis c'est pertinent, c'est intéressant. Donc, ça doit être mis à jour. Ça doit être mis à jour, puis ça doit être attirant. Et c'est là que rentre le côté là, technologique, mais surtout, je parlerai plus du côté artistique. Il faut que ce soit invitant, il faut que ce soit attirant, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit original, un site web. Il faut que ce soit quelque chose que les gens vont s'y référer puis vont se rappeler d'avoir visité. Faut que ça adresse un client cible aussi. On ne vend pas nos produits à tout le monde, on vend des produits à un certain type de clientèle. Donc, on va me présenter ces gens-là sur notre site web. Il faut avoir des outils maintenant avec le numérique où on sait qu'on peut interagir avec les clients. Donc, il faut qu'il y ait des boîtes de contact, des boîtes de discussion, des machins mobiles que les gens vont pouvoir cliquer puis vont pouvoir utiliser. Il faut qu'ils voient qu'est-ce qu'on a fait, nos preuves, et les gens cherchent les preuves. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on apprend quelque chose de nouveau, ce qu'on retient, mais 80% de ce qu'on retient est passé par les yeux, par le visuel. Ça en a beau expliquer aux gens. Les gens, quand ils vont voir, ils vont comprendre. Donc, il faut les aider à comprendre. Puis, il faut investir dans notre site web. Il faut que le site web s'adresse à des individus, mais il y a aussi des robots qui font que notre site web va être plus vu que d'autres. Donc, il faut que ce soit bien programmé selon les normes d'optimisation, avec des liens entrants, des liens sortants. Donc, il y a le volet robot aussi qui est important, qui est vraiment particulier dans le cas de site web. Puis, avec le site web, là, ça prend quelqu'un qui l'entretient, ça prend quelqu'un qui fait la sécurité, ça prend quelqu'un qui voit la technologie parce que les technologies changent. Donc, c'est important de donner cette gestion-là, site web, soit quelqu'un dans l'entreprise qui est spécialisé là-dedans, de donner à l'externe, mais bien entretenir le site web, faire des mises à jour aussi, parce que s'il n'y a pas de mise à jour, à ce moment-là, c'est un critère de référencement. Donc, puis je dirais, une des choses sur les sites web qui est super important, c'est d'être clair aussi dans le message, c'est clarifier le message qu'on met en ligne. C'est important parce que quand on arrive sur un site web, si on ne sait pas où cliquer, c'est quoi la prochaine action à faire, on est un peu perdu. Puis je pense que tantôt, on parlait de générer des pistes, des leads avec des clients, avoir une manière de capter les courriels, capter l'information des clients, c'est super important. Là, une fois qu'ils sont arrivés sur notre site web, parce que
les amener sur notre site web, c'est déjà une chose qui nous découvre. Mais après ça, c'est de voir comment on peut faire comment on peut les embarquer dans un processus pour qu'ils deviennent clients avec nous. C'est important de justement clarifier le message pour ces clients-là. Effectivement, on se réfère encore là à l'expérience client. On va dire tirer que les bénéfices, ils vont s'intéresser aux avantages, ils vont vouloir voir les caractéristiques, ils vont vouloir voir les points de contact aussi, ils vont voir les références. Tous ces éléments-là, c'est tous des éléments d'influence que si on n'ajoute pas, on ne met pas sur notre site web, bien, on n'utilise pas. Une fois qu'il est installé, l'application sur le site web, il est installé, on n'a plus à le changer. Là. Fait que c'est des dépenses qui sont d'infrastructure, ce n'est pas des dépenses qui sont récurrentes. Par contre, il faut que quelqu'un gère le site web pour s'assurer que le site, au niveau sécuritaire, au niveau technologique, il est performant. Souvent, on va dire, mon site web, il ne marche plus, je n'ai pas eu les informations, comment ça se fait, etc. Mais il faut voir ça. Donc, c'est important d'entretenir ça. C'est vraiment la vitrine d'exposition, puis on sait le commerce de détail, comment c'est important. Je t'amène sur ton prochain point, Normand, qui est profiter du marketing gratuit avec les réseaux sociaux. Effectivement, les médias sociaux, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Donc, est-ce qu'on peut ne pas utiliser? Non, c'est gratuit. Donc, et ça permet d'avoir, ça le dit, média social. Donc, c'est un média qu'on a dans les mains, qu'on peut utiliser. C'est social, c'est gratuit. Donc, avoir une page Facebook, avoir une page LinkedIn pour l'entreprise, pour les employés, etc., c'est tout à fait essentiel. D'avoir Google My Business, qui est une publicité gratuite qu'on a sur Google. Si quelqu'un n'a pas de Google My Business, comment peut-il dire qu'il est orienté client? C'est une pub gratuite. Il faut l'avoir. Ça, c'est un incontournable. On n'a pas le choix d'avoir ça. Donc, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Arrêtez le live stream, allez le faire, mais revenez après. Mais l'idée, c'est que oui, Google My Business, c'est comme un impératif d'être présent là-dessus. Google, c'est le plus gros, c'est le plus grand engin de recherche et les gens cherchent là-dessus vos services. Si on n'utilise pas la puissance de Google que Google met en place pour les business, on manque quelque chose, ça c'est sûr. Google et Facebook ont bouffé 80% de tout le marché public. Ça veut dire que ça marche. Et d'année en année, les revenus augmentent. Les publicitaires annoncent de plus en plus. Donc, ça marche, ça marche les médias sociaux. Et c'est gratuit. On peut poster gratuitement, on peut afficher gratuitement, on peut s'en servir gratuitement. Ça prend un peu de connaissances, mais de base, c'est vraiment simple à utiliser. Donc, ça, médias sociaux, est-ce que j'en ai besoin? La question ne se pose plus. Oui, c'est comme avoir des cartes d'affaires. Il faut que tu en ailles, même si à cette heure, on se pose la question, mais les réseaux sociaux, c'est incontournable. Ça devient la vitrine. Le site web aussi, je dirais, le site web est un incontournable. Aujourd'hui, les gens vont aller voir votre site web avant même de faire affaire avec vous, ou même vous appeler. C'est comme dire, les gens chez nous, ils rentrent par l'entrepôt, puis on ne les accueille pas. Il n'y a personne qui fait ça. Ouais. Donc, ton prochain point, Normand, c'est entretenir des partenaires. Des partenaires. On est des partenaires dans le réseau BNI. On est des partenaires d'affaires, de référencement. On n'est pas tout liés dans nos dépenses courantes, là, chacun des partenaires. Là. Et c'est ça la beauté de faire du réseautage. C'est des gens avec qui on peut apporter, qui peuvent nous apporter des choses. Et il y a un lien qui existe, c'est qu'on veut s'entraider entre nous. Donc, ça prend absolument des réseaux, que ce soit des réseaux d'affaires comme BNI, regroupement des chefs d'entreprise, etc., mais ça prend des réseaux. Puis aussi, ça prend de faire aussi du réseautage ou des partenaires avec ceux avec qui on fait affaire, sans être menaçant avec nos fournisseurs, parce qu'on comprend nos fournisseurs, peut-être qu'ils peuvent nous amener des clients, mais ils ont d'autres clients aussi qui doivent servir. Mais développer un partenariat avec ces gens-là, exemple, d'avoir un fournisseur puis dire à ton fournisseur, écoute, je suis tellement content du service que je vais te référer un client à notre fournisseur. Il faut faire ça, parce que le fournisseur, lui, va dire, hey, sais-tu, ce gars-là m'en réfère, moi, il en référer lui aussi. Donc, ces relations-là avec qui on transige quotidiennement de par notre modèle d'affaires, il faut l'utiliser. Puis, il faut utiliser aussi des entreprises qui ne sont pas nécessairement de notre secteur économique, mais qui peuvent contribuer. Puis, il faut aussi utiliser nos clients, la satisfaction des clients, le témoignage client, le référencement client, etc., des clients qu'on a déjà servis. Alors, c'est 3 réseaux qu'on doit vraiment travailler, mais ça, pour avoir la qualité. Ça, il faut être orienté
vendre. Il faut avoir la priorité accordée aux ventes, c'est sûr. Puis l'autre réseau aussi, c'est d'avoir des revendeurs, ça, on en parle moins, mais d'avoir un réseau de revendeurs, de distributeurs, d'entreprises qui, eux autres, ont besoin de fournisseurs pour revendre à leurs clients. C'est tous des clients qu'ils ont qu'on ne pourra jamais avoir. Et ces gens-là cherchent des partenaires fiables. Donc, c'est un quatrième niveau de partenaires. Alors, les partenariats, encore là, ça coûte combien avoir des partenaires? Ça ne coûte rien. Ça coûte de la bonne volonté. Il faut être généreux envers eux. Puis, on sait dans BNI, lorsqu'on sème, on va récolter à un moment donné, c'est sûr. Donc, donnons et nous recevrons. C'est la même chose qui se passe avec les partenaires, nos réseaux de revendeurs. Donc, ça, c'est tout à fait essentiel à faire. Donc, c'était la septième stratégie, la septième tactique que je recommandais. Et encore là, ça ne coûte pas cher. Ouais. Après ça, tu arrives dans des trucs comme des campagnes Google AdWords, Facebook AdWords. Effectivement, c'est là qu'on a des dépenses là, qu'il y a à faire. Naturellement que des Google, on a parlé un petit peu tantôt aussi, là, avec les technologies d'aujourd'hui, avec la présence qu'ils ont sur les marchés. C'est comme un incontournable. Là. Google AdWords, tout le monde devrait au moins utiliser un peu Google AdWords pour se faire connaître, pour être bien en vue, pour utiliser Google My Business, mais au moins savoir faire ce que c'est. Et on fait tout ça nous-mêmes, ces annonces-là, par Google. Puis Google, bien, il y a des technologies aussi qui mettent à disposition. Il n'y a pas juste les pay-per-click, là. Il y a les landing pages qu'on peut utiliser qui bonifient. Il y a le remarketing, le retargeting. Il y a mille et une choses que les autres proposent. Je pense qu'il y a 5 différentes façons de faire, d'utiliser Google AdWords. Il y a ces différentes façons, puis ça s'applique dans toutes les entreprises. Donc, Google AdWords, c'est comme quasiment un incontournable. Il faut par contre travailler avec des gens qui connaissent Google AdWords. S'il y a 5 façons de travailler Google AdWords, il y en a une qui est meilleure pour moi, c'est sûr. Je veux que la personne qui me conseille me dise quelle qui est la meilleure pour moi, pourquoi que celle-là, c'est la meilleure. Donc, c'est un incontournable d'utiliser Google parce que ça rejoint tout le monde en B2B et en B2C. Oui, puis autant dans Google que dans Facebook, les stratégies vont être différentes aussi pour rejoindre les gens. Tu sais, dans Google, on est plus en train de chercher quelque chose de précis. Donc, tu sais, nos services doivent être présentés d'une certaine façon pour répondre aux questionnements. Facebook est une autre bête, c'est-à-dire qu'on va là beaucoup plus pour parler à notre famille, nos amis, on veut se faire entertainer. Donc, c'est pas la même intention. L'intention de la plateforme va changer. Puis, comme tu dis, quelqu'un qui est plus au fait de ça va nous permettre de justement naviguer là-dedans et avoir la bonne stratégie à déployer sur ces réseaux-là pour y arriver. Là. Effectivement, puis surtout si on a un site web qui est visité. Par exemple, s'il y a 100 personnes par jour qui visitent votre site web, là, bien, il pourrait y avoir 100 personnes par jour qui reçoivent des publicités lorsqu'ils visitent d'autres sites web qui n'ont rien à voir avec le remarketing. Pas besoin de cliquer là, pour l'avoir. Ils viennent juste sur votre site web, le remarketing va les rejoindre. Donc, ça peut être simple comme ça, la stratégie Google qui a à faire là. On va parler avec les gens qui ont visité notre site web. Dans notre processus, notre expérience client, on sait que si le client est venu 3 ou 4 fois parce qu'il est prêt d'acheter, mais durant toutes ces fois-là qu'il est venu, moi, je l'ai entretenu, ce client-là. Il y a le remarketing. Donc, c'était vraiment à considérer cet aspect-là avec Google, qui est la 8e stratégie proposée. Oui, parce que ton remarketing, c'est là que tu vas aller chercher que tes clients qui sont rendus un peu plus chauds, ça va être plus facile de les convertir. Ça va coûter moins cher aussi de les convertir. Tu sais, ton top of funnel, là, ça va coûter plus cher toucher les gens qui ne te connaissent pas, mais ton middle of funnel puis bottom of funnel va coûter moins cher. Les gens se rapprochent de toi, sont plus chauds, sont plus intéressés à tes services. Donc, moins cher les toucher, moins difficile de les convaincre. Mais comme tu dis, important de continuer à focusser sur ces différents aspects-là. Écoute, après ça, tu avais dans ta liste, tu avais justement la publicité Facebook. Puis, je pense que les gens pourront aller tout lire ça là, sur ton site web, sur ton site web, le pmmarketing.ca. On va pouvoir télécharger tout le document que moi je présente à l'écran aussi quand tu me dis. J'arrive au dernier point parce que je veux respecter le temps puis qu'on arrive à tout parler de ce que tu as dans ton document parce qu'il est consistant. On arrive à ton dernier point qui est la force de vente. Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire avec la force de vente dans tes stratégies. On dit force de vente, c'est service client, c'est représentants, c'est toute l'équipe qui travaille aux relations clients, que ce soit pour les développer ou pour les servir. Donc, et de plus en plus, ces gens-là doivent être habiles avec les médias sociaux, doivent être habiles avec les technologies.
Donc, c'est lorsqu'on monte notre force de vente, on recrute notre force de vente, on a des vendeurs, il faut que tu sois habile avec les médias sociaux, avec les logiciels de marketing direct, etc. Alors, c'est tous des outils qui, en fait, dans le fond, c'est une combinaison de ce qu'on appelle l'inbound et l'outbound. Combien de contacts qu'on veut faire, puis combien on est prêt aussi à répondre à ceux qui s'intéressent à nous je veux dire, via notre site web et nos médias sociaux. Donc, on va avoir un feedback. Il y a des gens qui vont s'intéresser à nous, on va être capable de leur répondre. On va être capable d'utiliser cette technologie-là, puis avoir la connaissance pour rentrer en contact. Donc, la force de vente, adaptée avec la stratégie numérique, c'est rendu maintenant un incontournable. Et ça, j'imagine, c'est tout des. Tu sais, quand au début de notre discussion, ce que tu nous disais justement, de prendre le temps de bien analyser. Attends, je le rouvre ici pour pas dire n'importe quoi, mais reprendre tes termes à toi, de toute la stratégie, là, analyser sa position sur le marché, comprendre son avantage concurrentiel, tout ça, définir ses objectifs, prendre le temps d'enrichir ses connaissances. Tous ces aspects-là nous amènent à savoir après ça, quand on arrive justement dans tout à qui on va parler, qui va être notre force de vente, comment on va parler dans notre site web, tout ça prend son sens au final, là. Exactement, exactement. C'est pour ça que la préparation en amont est quelque chose qu'on doit faire. On voit vraiment la valeur que ça apporte lorsqu'on voit toutes les stratégies qu'on peut développer. Oui. Bon, il nous reste encore un peu de temps, Normand. Tu es très généreux dans tout ce que tu nous partages. Et puis, ben, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, sur ton site pmmarketing.ca, le document va tout être disponible pour faire les exercices du début, mais aussi pour avoir tout le résumé de tous ces points-là. Je t'amène à ton prochain point qui était les outils de vente et le marketing. Qu'est-ce qu'on a besoin justement pour être vraiment bien outillé pour faire notre marketing? En fait, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, là, mais je présente 37 outils qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser pour faire du marketing. Donc, je ne passerai pas à travers tous les outils, mais il y a 37 outils. Je sais que le temps est limité. Donc, les outils, c'est tout à fait essentiel. On l'a vu tantôt un peu. Présentation corporative, pitch de vente, il y a 1001 outils, fiches produits, catalogue, témoignages clients. Donc, c'est tous des outils de marketing traditionnel, marketing numérique, gestion des ventes, qu'on doit avoir, qu'on doit utiliser. L'autre point, c'est le marketing multicanal, parce qu'on a parlé des médias sociaux, on a parlé de Google, on a parlé de Facebook Ads, on a parlé de pages Facebook, on a parlé de sites web, des médias traditionnels. Donc, le marketing maintenant, quand on dit multicanal, c'est qu'on a des outils marketing qu'on doit utiliser, sachant qu'on doit avoir une exposition de 7 à 20 fois en moyenne. On doit cibler ce client-là et on est beaucoup plus outillé. Je dirais, en termes de guerre, on est beaucoup plus armé qu'on l'était il y a 15-20 ans avec le numérique. On va gérer aussi les ventes, des outils de communication plus traditionnels, relations publiques, hebdo, les publicités qu'on peut utiliser, l'affichage, etc., la publicité mobile. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de médias maintenant qu'on peut utiliser et on a beaucoup plus de choix qu'avant. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le document que je vous ai produit, que je vous laisse la place pour vraiment définir, avant de faire un plan d'action, alors c'est quoi le message, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la cible, c'est quoi les outils, c'est quoi les moyens, c'est quoi les médias que je vais utiliser pour attirer, intéresser et contacter mes clients. Le dernier point, c'est vraiment tout. Oui, ça en fait du stock. Non, mais ça en fait du stock. Non, mais on l'a dit, la priorité de l'entreprise, c'est d'aller chercher des clients, les servir, puis les développer, puis les créer de la récurrence. C'est ça le but d'une entreprise. Donc, nécessairement que c'est quelque chose qui est important, c'est essentiel. On doit y apporter des ressources et c'est possible de servir de ce document-là pour définir toutes ces actions-là. C'est sûr que la première fois qu'on le regarde, c'est gros. Mais dans le fond, on fait tout ça. On le fait tout. C'est juste qu'on ne le structure pas. Là, je propose une structure pour le faire. Donc, c'est ça, c'est d'avoir la structure officielle ou même officielle, d'avoir une structure pour savoir où est-ce qu'on s'en va finalement plutôt que de naviguer selon le courant, selon les vents. Exactement, exactement. Donc ce qui nous amène à... Oui, c'est ça, ton dernier point qui est justement, c'est ton plan d'action pour la relance, là.
En fond, le plan d'action, là, ça prend, il y a deux, ce que je recommande, c'est d'avoir deux pages, là, deux tableaux, si on peut dire, dans le plan d'action. Un fichier Excel qui présente d'un premier temps vraiment on voit la gestion des activités marketing. Donc, qu'est-ce qu'on doit gérer dans le premier tableau? Effectivement, on est là. Donc, la stratégie, exemple ici, bon, ben, le marketing direct, exemple, c'est l'exemple qu'on a donné. On l'applique pour chacune des stratégies. Qui prend la décision? Qui qu'on embauche faire la conception, la création? Qui va faire la description des choses? Le placement? Dans quelle période de l'année on va placer cette stratégie-là, le budget? Puis qui va évaluer la performance? Comment on va faire pour s'envirer pour améliorer l'activité dans le temps, soit durant le projet ou après, peu importe. Donc, il y a un premier tableau qui est fait pour chacune des stratégies, comment la développer et la mettre en œuvre, la gérer. Et le deuxième tableau, bien, comment on mesure les résultats pour chacun. Exemple, je reviens à mon direct mailing. J'ai pris l'outil MailChimp pour le faire, qui est un logiciel qui est très, très utilisé. L'objectif, c'était mon taux d'ouverture. Alors, avec ce logiciel-là, dans mon taux d'ouverture, j'ai dit, bon, ben, je pense que je peux aller jusqu'à 40 le taux d'ouverture. C'est ce que je me suis mis comme objectif. Donc, le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et le résultat, générer des ventes de temps. Et comment faire pour l'améliorer? Bien, j'ai dit un test A/B, ça peut être une façon de le faire pour l'améliorer. Alors, voyez comment mesurer la performance de chacune des stratégies. Et c'est possible de le faire pour chacun des éléments qu'on va faire. Possible. Donc, il s'agit de faire ces deux tableaux-là, de le mettre en place. Puis ce que je dis aussi, c'est entourez-vous de professionnels. Vous ne pourrez pas faire un plan marketing optimal si vous ne vous entourez pas d'experts pour le faire. Si vous n'avez pas une rédactrice publicitaire, un imprimeur, un graphiste, un stratège qui vous conseille, un vidéaste, un photographe, un spécialiste web, spécialiste des médias sociaux, vous avez besoin d'experts pour mettre ça en place, ne serait-ce que, pas nécessairement pour tout faire, mais sûrement faire quelques points, quelques éléments dont l'expertise est requise. Donc, et dans BNI, bien, on a le groupe Module, qui est, en fait, c'est notre équipe de communication qu'on a à BNI Prestige. Donc, on est 8 professionnels des communications marketing et chacun offre des services. Puis on se voit, c'est vraiment unique, là. On se voit, nous, à toutes les semaines. Ceux qui connaissent BNI connaissent le modèle, mais nous, on a formé une entreprise où est-ce qu'on se rencontre. Puis lorsqu'on a une référence, bien, on amène la référence au groupe et c'est le groupe qui prend en charge le client. Donc, un client qui veut monter une campagne, il va faire une stratégie, il va faire un branding, il va développer des outils, il va prendre des photos, il va avoir besoin d'une vidéo, il va avoir besoin d'un site web, il va avoir besoin d'outils informatiques, il va avoir besoin de programmation, il va avoir besoin de documents. On parlait tantôt des profils corporatifs pour faire du mass mailing, il va avoir besoin d'un imprimeur. Donc, c'est des éléments de base qu'on trouve dans toutes les organisations, les agences de publicité et de communication. Et nous sommes probablement la seule agence de communication. Il n'est pas une compagnie où tous les gens travaillent au même endroit, mais nous rencontrons assurément au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus, pour faire des affaires, pour discuter notre groupe. Puis on est bien content de pouvoir faire partie d'un groupe d'affaires avec une spécialisation comme ça. Écoute, Thomas, j'essaie d'aller voir sur notre site web, là, pas sur notre site web, parce que sur notre live stream, s'il y avait encore des questions, mais on a surtout des commentaires comme André Ouellette qui dit, notre spécialiste des sites web, justement, dans notre groupement de modules, n'oubliez pas 340 millions de dollars en crédit Google Ads disponibles pour toutes les PME avec des comptes actifs au cours de la dernière année. Donc, à voir. Je sais que Facebook aussi est en train de développer une solution pour rendre des crédits disponibles pour les annonceurs sur Facebook, sur sa plateforme. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent présentement, justement, avec la crise du coronavirus, justement, pour mettre en place différentes actions, différents points. Pour ceux qui sont encore avec nous, je vais vous partager le site web de Normand ici. Donc, si vous voulez rejoindre Normand, si vous avez des questions sur, premièrement, allez télécharger son document sur pmemarketing.ca. Faites l'exercice pour vous.
voyez quels sont les plans que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, même si les plans ne s'appliqueront pas aujourd'hui, peut-être pour vous dans votre entreprise. Préparez maintenant le futur et la meilleure solution. Puis, Normand, j'ai mis ton courriel là pour que les gens puissent te rejoindre aussi directement s'ils ont des questions là-dessus. Y a-t-il d'autres choses que tu veux nous rajouter avant qu'on termine notre live stream sur toutes ces stratégies? Moi, si je résume aussi vite, ce que tu nous as parlé au début, les points importants, là, faire le constat financier de où est-ce qu'on est présentement. Deux, analyser sa position sur le marché. Tiens, je vais partager ce truc-là aussi, cette slide-là, qui est juste ici. Faire le constat financier de ses activités. Puis ça se retrouve tout dans le document que tu as partagé. Il y a des exercices à faire pour voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on s'en va. Point 2, analyser sa position sur le marché. Point 3, comprendre son avantage commercial. Point 4, définir des objectifs pour la prochaine année. Et puis, prendre le temps dans lequel on est, si on peut, si notre entreprise est arrêtée, de prendre le temps pour enrichir ses connaissances, c'est-à-dire faire des contacts, écouter des formations, donner des formations. Il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant pour sortir de la crise, mais plus fort. Et puis après ça, tu nous as partagé plein de trucs à faire pour justement générer des clients, comment parler à ses clients. C'est assez exhaustif, mais en même temps, en suivant ton plan de match, je pense que c'est assez facile. Je dirais aux gens de se prévoir une couple d'heures, une couple de jours pour passer au travers de tout, puis avoir son plan de match, son plan A, son plan B, son plan C, qu'on va pouvoir sortir de ces tiroirs quand on va voir jusqu'où la situation change. La situation change de jour en jour pratiquement, mais en termes d'entreprise, on va pouvoir savoir vers où s'en aller lorsque les affaires vont reprendre. Exactement, c'est ça le but. Parce que vous avez un document, faire ce travail-là. N'hésitez pas, ne travaillez pas seul, contactez des ressources externes, là. Pas juste moi, ça peut être beaucoup d'autres de mes collègues que j'ai présentés. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Ouais. Ben, merci à tout le monde qui ont écouté ce live stream. J'espère que vous avez au moins sorti quelque chose de tout ça, un truc, une idée qui vient de vous apparaître, quelque chose qui est plus clair maintenant qu'au début. Allez télécharger le document de Normand. Je vous garantis que vous allez avoir quelque chose d'intéressant en sortant de cet exercice-là. Ça va vraiment vous positionner. Puis, vous allez voir par vous-même là, où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, même si tout est arrêté. Et puis, voilà. Écoute, Normand, je te remercie beaucoup. S'il y a des gens qui veulent venir nous poser des questions, on est évidemment disponible. Puis nous, on se rencontre à tous les jeudis matins avec BNI Prestige. Donc, pour ceux qui veulent rencontrer, beaucoup plus que toi et moi, mais une trentaine d'entrepreneurs de tous les horizons, ils peuvent venir discuter avec nous le jeudi matin. Donc, contactez Normand ou contactez-moi, que ce soit via Facebook ou que ce soit par courriel. Et puis, ça va me faire plaisir justement de vous mettre en contact. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir qui répondre exactement aux besoins que vous avez. Tu sais, je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut s'entraider, partager notre expertise, partager nos connaissances. Peut-être que vos services sont extrêmement utiles pour quelqu'un d'autre. Et l'idée de se mettre en contact, peut peut-être créer de la business pour vous, peut-être voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut vous apporter pour vous amener plus loin. Et puis, Normand, moi, évidemment, j'ai un parti pris pour tout ce qui est marketing. Fait que avoir tes lumières là-dessus, c'est immense comme source d'inspiration et comme ressource de connaissances, justement. Prendre du temps avec toi, c'est toujours avancer beaucoup plus. Et je te dirais que moi, je pense que quand j'ai commencé à travailler avec toi, justement, je me suis rendu compte que ça me prenait peut-être beaucoup plus de temps, réfléchir, positionner mes affaires. Et puis, tu es toujours en train de nous amener à la prochaine étape. Et puis, ça, c'est vraiment fantastique quand on travaille avec quelqu'un comme toi. Ça fait plaisir. On va sûrement continuer. Absolument. Oui. Fait que merci encore à tous ceux qui sont venus sur notre live stream. Et puis, j'essaie de voir s'il y a une dernière question avant qu'on se quitte. Mais non, je pense que tout le monde dit merci. Merci, Normand, d'avoir pris le temps. Donc, voilà. Fait que merci beaucoup, Normand. Et puis, on se revoit bientôt. On va essayer de passer aussi toute notre gang de modules, justement, partager l'expertise de ceux qui veulent, évidemment. C'est pas tout le monde qui est toujours peut-être... on n'a pas proposé encore officiellement à tout le monde, mais on va le faire bientôt pour que tout le monde puisse venir partager son expertise. Fait que, merci, Normand, de t'être prêté au jeu.
À très bientôt. Et puis, voilà, je mets fin à tout ça. Merci à tous. Oui. Bye.